Une propriété qui va nous être particulièrement utile pour diagonaliser nous vient de la trace. La trace, c'est-à-dire la somme des coefficients sur la diagonale principale d'une matrice, est égale à la somme des valeurs propres de cette matrice lorsqu'elle est diagonalisable. Et alors ça, c'est une propriété géniale parce que souvent, quand on diagonalise, on trouve des valeurs propres, mais il nous en manque une dans 95% des cas. Et dans ce cas, on utilise la trace et on devine la dernière qui nous manque. Alors, regardons comment ça se danse. Si on prend la première matrice, oh là là, elle n'est pas très compliquée, celle-là, elle est très standard, elle a une certaine structure. L'intuition nous dit, oh bah j'ajouterai bien 1 sur la diagonale principale, comme ça j'aurai des 1 tout partout. Alors, ajouter 1, ça revient à moins 1, faut pas se tromper. Et donc, si on a des 1 tout partout, ça veut dire qu'on a C1 moins C2 qui vaut 0, et C1 moins C3 qui vaut 0. On a déjà deux vecteurs propres associés à la valeur propre moins 1. Mais il nous en manque une. Oh mince, comment on va faire? Eh bien, on va faire la somme des coefficients diagonaux, et donc la trace de cette matrice A, elle est égale à 0 plus 0 plus 0, c'est-à-dire 0, mais elle est aussi égale à la somme des valeurs propres qu'on recherche. Et donc on a obtenu moins 1 une fois, moins 1 une seconde fois, et donc la dernière valeur propre qui nous manque, c'est forcément 2. Alors si c'est 2, ça veut dire qu'on retranche 2 sur la diagonale principale, et donc effaçons les 0. On va mettre moins 2 à la place. Alors maintenant, il faut qu'on trouve une relation de dépendance linéaire sur les colonnes pour trouver un vecteur propre qui va aller avec notre joli lambda égale 2. Bah, si je fais la somme des colonnes, C1 plus C2 plus C3, on trouve 0. Bingo! On a trouvé parce que la trace nous a donné la dernière valeur propre qui nous manquait. Alors sur cette matrice qui est un peu plus bizarre, alors essayons. Donc je vais essayer de la diagonaliser, je vais déjà mettre des moins lambda sur la diagonale principale. Après, oh bah tiens, je peux peut-être confronter les deux colonnes là. Si je prends lambda égale 3, ça a l'air de marcher. Alors je vais réécrire la matrice avec lambda égale 3, ça fait 1, 2, 1, 1, 2, 1, et là ça fait moins 1, moins 2, moins 1. Ouah, cool, regardez. Pour lambda égale 3, on a trouvé que C1 moins C2 vaut 0, mais on a aussi trouvé que C1 plus C3 vaut 0. Encore une fois, on a trouvé deux valeurs propres, et il nous manque la dernière. Oh mince alors. Et donc on n'a qu'à faire la trace de la matrice B initiale. La trace de B, alors c'est sans les lambda, hein. Et donc ça fait 4 plus 5 plus 2, tout ça, ça fait 11, et ça doit être égal aux valeurs propres qu'on est censé trouver. Donc on a trouvé 3 une fois, 3 deux fois, et donc la dernière valeur propre, c'est forcément 5. Alors si on met 5 là-dedans, qu'est-ce que ça nous donne? Alors je vais effacer les nombres sur la diagonale, et ça me fait un moins 1 ici, un 0 là, un moins 3 ici. Alors la théorie me dit que il y a forcément une relation de dépendance linéaire sur les colonnes là, la trace me l'affirme, si ma matrice est diagonalisable. Par contre, ouais, c'est un peu compliqué. J'ai pas de colonne nulle, mince. Si je confronte les deux colonnes là, ça marche pas. Les deux colonnes là, ça marche pas. Les deux colonnes là, ça marche pas. Oh là là. Ça veut donc dire que il y a forcément une relation qui utilise 3 colonnes. Alors, je vais utiliser une propriété qu'on va voir après pour la trouver. Hein. La présence d'un 0 dans la matrice. Puisqu'on a les 3 colonnes, pourquoi je prendrais pas celle-là une première fois? Ça me fait prendre un moins 2 ici. Donc du coup, il faut bien que je prenne C1 pour détruire le moins 2 que j'ai. Ça me fait 2 moins 2 égale 0. Sauf que là, ça me fait 1 moins 3, ça fait moins 2. Du coup, il faut que je fasse un plus 2, peut-être en faisant plus 2 C2. Alors voyons voir, là, 1 plus 2 moins 3, ça marche. 2 plus 0 moins 2, ça marche. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Moins 1, ça marche. Ok, on a trouvé la dernière relation sur la colonne. Bon, on a utilisé deux techniques, ok. N'empêche, la trace nous a donné la dernière valeur propre qui nous manquait, qui était 5, et ensuite, effectivement, on a utilisé la présence d'un 0 pour trouver facilement le vecteur propre qui allait avec. Et on verra cette technique un peu plus en détail, un peu plus loin. Alors, travailler sur les lignes d'une matrice n'est pas sans intérêt, en fait, parce que travailler sur les lignes donne deux bénéfices. Ça marche bien pour les valeurs propres. Et donc par exemple, on peut trouver les valeurs propres d'une matrice en travaillant sur les lignes.
Et ça permet éventuellement, si on trouve des relations de dépendance linéaire sur les lignes, de simplifier le calcul de rang de A moins lambda identité ou de déterminant de A moins lambda identité. Mais le bénéfice principal du travail sur les lignes, c'est la détection de valeurs propres de la matrice. Alors notamment, bah oui, lambda est valeur propre d'une matrice si et seulement si c'est une valeur propre de sa transposée. Une matrice est diagonalisable si et seulement si la transposée est diagonalisable. Et on peut remarquer en transposant cette relation que quand une matrice est diagonalisée, et la transposée est diagonalisée avec la même matrice D. Ce qui veut dire que une matrice et sa transposée ont les mêmes valeurs propres avec la même multiplicité. Donc ça a un intérêt de travailler sur les lignes pour ces raisons-là. Il y a peut-être un petit peu moins de bénéfices par rapport aux colonnes, mais dans certains cas, j'imagine que ça sera intéressant. D'autant plus que l'œil humain est efficace pour détecter des structures, et donc parfois il y a une structure en colonne, mais parfois la structure elle est selon les lignes. Alors la confrontation de lignes permet de prouver qu'une valeur lambda peut être une valeur propre d'une matrice. Elle peut aussi, si on trouve une relation de dépendance linéaire sur les colonnes pour cette valeur de lambda, être utilisée pour simplifier le calcul de rang de A moins lambda IN, ou le calcul de déterminant de A moins lambda IN. Par contre, contrairement à la confrontation de colonnes et aux relations de dépendance linéaire sur les colonnes, cette technique-là ne donnera pas de vecteur propre. Il faut travailler sur les colonnes pour déduire un vecteur propre d'une relation de dépendance linéaire sur les colonnes. Ça ne marche pas avec les lignes. Autrement dit, on a 2 bénéfices sur 3 en utilisant les lignes et en faisant des confrontations de lignes, un peu comme on fait des confrontations de colonnes. Alors, quel est l'intérêt de ça? Par exemple, regardons ces 2 matrices. Alors, sur la première matrice, en faisant une confrontation de colonnes, on se rend compte qu'en prenant lambda égale 1, on peut rendre une colonne nulle. Ok. Mais ensuite, donc on a utilisé cette colonne-là. Ensuite, avec lambda égale 1, on trouve aussi que les 2 colonnes-là, il y a moyen de les rendre liées. Mais par exemple, on ne trouve pas en faisant la confrontation de colonnes que 0 est une valeur propre, alors qu'en regardant sur les lignes, on le trouve. Ça se voit à l'œil nu, hein, ces 2 lignes-là sont opposées, ce qu'on peut retrouver en confrontant ces 2 lignes-là, et ainsi de suite. Et ce qui veut dire que pour trouver la 3e valeur propre, en partant sur une confrontation de colonnes, on aurait été obligé d'utiliser la trace. Et donc dans certains cas, on ne trouve pas de valeur propre évidente en regardant sur les colonnes et ainsi de suite. Et donc le fait de regarder les lignes permet de trouver des valeurs propres et d'avancer. Alors ça sera peut-être plus flagrant sur cet exercice qui est difficile. Pour certaines valeurs de θ, on peut demander de trouver les valeurs propres ou de diagonaliser cette matrice. Et si on regarde sur les colonnes, c'est compliqué. Par exemple, si on confronte, déjà on ne peut pas rendre une colonne nulle. Si on regarde cette colonne-là, on a déjà des nombres très différents ici. Ouh, ça n'a pas l'air fun. Si on regarde les 2 colonnes-là, les 2 nombres-là sont très différents, et là, les 2 nombres-là sont très différents. Et donc, la confrontation de colonnes, elle n'a pas l'air super cool. Par contre, si on regarde en ligne, c'est plutôt sympa. Par exemple, ici, on a sin θ et sin θ. Il suffirait de mettre un signe de θ ici et là, et les 2 colonnes seraient égales. Et effectivement, si on essaye de rendre les 2 colonnes égales, il faut prendre, en confrontant les lignes, lambda égale moins sinus de 2θ, et on trouve une relation de dépendance sur les lignes. Autrement dit, on est sûr que moins sinus θ est une valeur propre de cette matrice. Et on a fait ça en confrontant ces 2 lignes-là. Et en confrontant ces 2 lignes-là, on se rend compte, ah ouais tiens, on a les 2 mêmes nombres-là. Oui, si je prends moins sinus θ, ça devrait marcher. Ce qui fait qu'on a déjà trouvé 2 valeurs propres en utilisant les lignes, moins sinus θ et moins sinus de 2θ, et là, avec la trace, on pourrait trouver la 3e. Alors qu'avec les colonnes, a priori, on n'avait pas trouvé, en tout cas pas trouvé rapidement. Donc on peut utiliser les lignes pour trouver des valeurs propres plus rapidement, ça ne donne pas de vecteur propre,
mais ça permet de savoir quoi prendre comme valeur propre. Et par exemple, une fois qu'on a déterminé que une valeur lambda est une valeur propre, on peut ensuite, maintenant qu'on est sûr que c'est une valeur propre, essayer de regarder sur les colonnes pour trouver une relation de dépendance linéaire, peut-être avec la présence de 0 et ainsi de suite, pour voir si on peut trouver un vecteur propre plus facilement. Donc c'est moins direct avec les lignes qu'avec les colonnes, mais c'est pas sans intérêt. Alors on a sur les lignes la même propriété que sur les colonnes à un détail près. C'est-à-dire que si on fait la somme des nombres dans une matrice en se promenant sur une colonne et qu'on trouve à chaque fois le même nombre, eh bien on sait que lambda va être valeur propre de la matrice A. Mais par contre, par rapport à la même technique qui porte sur les colonnes où on somme sur la ligne, on n'a malheureusement pas de vecteur propre qui va nous arriver tout cuit. Mais c'est très intéressant de savoir que lambda va être valeur propre de A. Et donc par exemple, avec ces matrices-là, si on fait la somme selon les lignes, on trouve 3 et 7. Ah mince, on trouve rien. Si on fait la somme selon les colonnes, on trouve 5 et 5. Et donc on trouve directement que lambda égale 5 est valeur propre. C'est très rapide à l'œil nu. Et ensuite, avec la trace qui fait 4, on peut en déduire que la deuxième valeur propre, c'est moins 1. Alors par contre, on aurait pu trouver lambda égale moins 1 par confrontation de colonnes, par exemple. En prenant moins 1, on trouve 2, 2, 4, 4. Et par la trace, on aurait retrouvé que lambda égale 5. Mais c'est bien d'avoir une alternative. Et puis, c'est bien que les yeux puissent donner directement une valeur propre sans avoir recours à une autre technique. Alors si on prend cette matrice ici, alors si on fait la somme sur les lignes, ça fait 12, ça fait 14, ça fait 10, c'est mort. Par contre, sur les colonnes, on trouve 12, 12, 12. Et donc, on sait déjà que lambda égale 12 va être une valeur propre grâce à cette technique-là. À noter que si on fait la confrontation des colonnes, par exemple, si on confronte ces deux colonnes-là, c'est pas trop possible à cause du 0 et du 4. Ces deux colonnes-là, c'est pas possible à cause du 0 et du 3. Alors peut-être les deux colonnes-là, ah oui, peut-être qu'on peut les rendre égales en prenant lambda égale 6. Ça fait 3, 3, 3, 3, 0, 0. Et donc effectivement, celle-là, lambda égale 6, convient. Et si vous n'avez pas utilisé cette technique de la somme sur les colonnes, et ainsi de suite, eh bien vous ne trouvez pas de deuxième valeur propre. Et donc vous êtes coincé, il vous manque encore deux valeurs propres, donc vous êtes dans le cas difficile des matrices diagonalisables. Alors qu'avec cette technique-là, qui ne donne pas de vecteur propre, mais qui permet quand même de détecter que lambda égale 12 est une valeur propre, on peut ensuite utiliser la trace pour dire que la trace fait 23, et donc la dernière valeur propre doit être 5. Et donc, même si travailler sur les lignes ne donne pas autant de bénéfices que de travailler sur les colonnes, il y a un intérêt pour la détection de valeurs propres, parce que dans certains exercices où, par exemple ici, ça vient pas à l'esprit de tout le monde d'essayer 12, c'est quand même un nombre un peu grand, ça nous tire d'affaire parce que on peut terminer cet exercice en 5 minutes au lieu de galérer pendant un peu plus longtemps, en faisant la technique de diagonalisation des matrices compliquées. Alors, nous voilà confrontés au dogme de la diagonalisation classique. Alors, tout ce que je déteste. Alors, ce dogme est basé sur une propriété qui est intéressante. Lambda est une valeur propre d'une matrice si et seulement si le déterminant de A moins lambda in est nul. Alors, on a accès à cette propriété-là en dimension 2 dans toutes les sections, et en dimension supérieure ou égale à 3, j'imagine en MP, PCSI, machin, tout ça. Par contre, on a accès au rang dans toutes les sections, et donc on peut toujours procéder par le rang de A moins lambda n strictement inférieur à n. Alors dans certaines sections, on voit avec dédain le rang par rapport au déterminant en disant « Ah, le déterminant c'est tellement mieux, blablabla. Bla, bla, bla. » En fait, le fait est que c'est plus compliqué de calculer avec le déterminant qu'avec le rang. Je comprends pas pourquoi il y a cette discrimination envers le rang. C'est très bien le rang, franchement c'est top. Ça a le mérite d'être simple et plus rapide à calculer qu'un déterminant. Enfin bref, donc cette propriété-là, mine de rien, elle est top quand même. Elle est juste mal utilisée. Elle est mal utilisée parce que systématiquement en France, depuis 30 ans, dans toutes les filières,
quand on veut diagonaliser une matrice, genre une petite matrice 3-3, on a dû la faire à un autre moment dans la vidéo, ça se fait en 3 minutes, un truc comme ça. Eh bien, systématiquement, sans réfléchir, en fermant les yeux, on va demander aux gens de faire des calculs bourrins en passant par là. Du style, commencer par écrire la matrice. Alors, pour que ça soit accessible à toutes les sections, je vais faire le calcul avec le rang, mais ça serait le même bins avec le déterminant. Donc, commençons par écrire le rang d'une matrice 3-3. Eh bien, on va donc recopier cette matrice-là, donc ça fait une première matrice à recopier. Ensuite, on va demander aux étudiants de faire des pivots de Gauss pour simplifier ce calcul de rang. Alors, un pivot de Gauss, ça se fait, hein. C'est déjà pas super fun quand il n'y a que des nombres dans la matrice, mais alors quand il y a des lambda en plus, je vous raconte pas, c'est assez horrible. Donc ici j'ai pris 1 comme pivot, et heureusement dans cette matrice j'ai un nombre un peu sympa. J'ai pris le 1 pour me débarrasser du 2 et du 4 moins lambda, ça donne ces opérations-là. Ouh, celle-là, la ligne 1 moins 4 moins lambda fois L3, elle est pas cool, hein. La preuve, regardez la gueule que ça donne à la ligne. Remarquez que ça complique, hein. Là, on avait 3 lambda, maintenant on en a là, et là on a du lambda 2. Top! Alors, j'ai même dû faire un calcul intermédiaire, puis je me suis vautré quand j'ai fait mon tableau, pour le calculer correctement, ce truc-là. Alors, ok, bah, on fait un pivot. Alors, remarquez qu'on a 2 opérations sur les lignes à faire. Ok, je fais mon pivot. Alors, la stratégie habituelle, ou en tout cas telle qu'elle est enseignée, c'est d'essayer de rendre la matrice triangulaire supérieure ou inférieure. Donc là, par exemple, de faire disparaître ce truc-là en haut, et comme ça, on aurait une matrice triangulaire inférieure. Il y a même des gens qui s'amusent à échanger des lignes. Ah bah top, ça fait une matrice 3-3 à recopier en plus, encore plus de perte de temps. Génial. Alors là, on a eu un gros coup de bol, à mon avis, puisqu'en faisant des opérations comme ça, alors franchement, ces opérations, je veux dire, on n'a pas réfléchi, on a juste fait un pivot. Il n'y a pas de raison que ça donne une jolie simplification comme ça à chaque fois. D'ailleurs, je crois que je vais m'amuser après à essayer de voir si je peux trouver une matrice où c'est un peu plus galère que là. Là, coup de bol, bah, on a un nombre, on sent bien qu'on va arriver à le simplifier facilement celui-là. Mais moi, franchement, je me dis que c'est pas toujours comme ça, hein. Donc, on va voir. Donc là, le fait est qu'on a juste besoin d'ajouter la ligne là au-dessus pour simplifier le nombre là. À mon avis, dans d'autres cas, peut-être qu'on a besoin d'ajouter avec des lambda et ainsi de suite, et ça peut compliquer les choses. Enfin, on va voir. On va voir. Donc le fait est qu'il faut faire un pivot supplémentaire, et alors là, histoire de ne pas avoir à recopier une matrice 3-3, j'ai essayé d'être malin. Vous voyez qu'on a une colonne ici avec des 0 et des 1, et bah clairement le rang de cette matrice-là, ça sera 1, à cause de ce 1-là qui est isolé, genre on peut virer les nombres là, ils servent à rien, plus le rang de la sous-matrice. Et donc en étant un peu malin, ça me permet de réduire cette équation 3-3 à une équation 2-2, où on a juste pris le bout là, puisque le reste ne va plus intervenir. Donc déjà là on est un peu malin sur ce coup là. Ok, donc on fait l'opération, on fait un pivot supplémentaire, on a écrit ça. Une fois qu'on en est rendu là, eh bien ça y est, on a notre matrice triangulaire supérieure. On se dit, bah, si le rang est strictement inférieur à 2, c'est qu'elle n'est pas inversible. Si elle n'est pas inversible alors qu'elle est triangulaire supérieure, c'est qu'il y a au moins l'un des deux nombres sur la diagonale principale qui est nul. Donc ça veut dire qu'on a ça ou ça. Et bing, on arrive à une résolution de polynôme. Alors, le truc qui est cool dans cette résolution-là, qui est arrivée ici, mais je suis pas sûr que ça se passe toujours comme ça, c'est que, ouf, on a un polynôme du degré 1 et un polynôme du degré 2. On sait faire. Moi, la peur que j'ai avec cette méthode-là, où on fait ça sans réfléchir, c'est qu'un jour, on arrive à un polynôme de degré 3. Et alors là, bah, accrochez-vous, les gars. Hein, à mon avis, ça ne marche qu'avec certaines matrices, ce truc-là. Faut pas croire que cette méthode-là est générale et qu'elle permet de diagonaliser toutes les matrices. Non, 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 non. Elle permet de diagonaliser que les matrices un peu comme dans la méthode moderne de diagonalisation, où on peut trouver toutes les valeurs propres sauf une, ou alors éventuellement où on peut trouver toutes les valeurs propres sauf deux. Mais si vous n'arrivez pas à en deviner une, vous n'y arriverez pas avec ça. Enfin bref, une fois qu'on est rendu là, bah, il faut quand même résoudre un polynôme du second degré, et donc ça donne ça. Et donc à la fin, ouais, ça y est, c'est bon. On a trouvé les valeurs propres de la matrice. On est sûr qu'il y a 3 et il y a 5. Mais alors, waouh, on a taffé, hein, dis donc. On a écrit 1, 2, 3, 4, 5 matrices et fait une résolution de polynôme en plus. Puis alors, c'était fun, hein. Waouh, qu'est-ce qu'on s'est éclaté à faire ça, hein. On a fait des petits calculs faciles. Ouais, pas tout à fait en fait. Et donc, bah ouais, cette méthode, elle est gore, elle est monstrueuse parce que, bah,
il y a des milliards d'opportunités de se planter, genre du style, vous vautrez un peu dans un calcul, ah c'est mort, faites une erreur là, c'est mort, une erreur là, c'est mort, une erreur là, c'est mort. Voilà. Et puis si vous vautrez sur les valeurs propres, je vous raconte pas la recherche de vecteurs propres après, hein. Donc elle est monstrueuse cette méthode parce que non seulement elle est longue, en plus elle est technique, elle est difficile, et il y a des milliards de possibilités de se vautrer au niveau du calcul. Alors, ça veut dire que dans les étudiants, il y en a 3 sur 4 qui n'y arrivent pas. Ils sont bien, hein, les étudiants, ils font preuve de bonne volonté, ils sont courageux, mais c'est monstrueux de faire ça. Donc il y en a 3 sur 4 qui n'y arrivent pas. Et donc typiquement, on salle les profs, on se dit ah ouais, ils n'y arrivent pas, ah, ils bossent pas assez, ouais, ah, ils travaillent pas, blablabla. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est juste la méthode qui est pourrie. Les étudiants, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne, et ça, c'est juste une méthode pourrie. Voilà, donc j'infligerai pas ça à mon pire ennemi. Mais comme tout le monde fait comme ça en France depuis 30 ans, et que bah tout le monde imagine que c'est la seule façon de faire. Voilà. Et les autres méthodes sont vues avec dédain. Mort de rire. Voilà. Donc ça, c'est juste la première partie du dogme classique. Après, bien sûr, il va falloir trouver les vecteurs propres qui vont avec ça. On a 3 vecteurs propres à trouver. Et bah, vous savez quoi? C'est parti pour 3 résolutions de système pour les trouver. Ah, et sinon, là, en plus, on a été un peu malin pour le faire, hein. D'habitude, ils font pas comme ça, hein, faut pas croire. Non, non, ils gardent leur matrice 3-3 du début à la fin. Donc voilà, si vous voulez perdre plein de temps en concours, faites comme ça. Alors, on va s'enfoncer encore un peu plus profondément dans l'horreur en appliquant le dogme de la diagonalisation classique à cette matrice 3-3 ici, qui a l'air de rien, là. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, mais qui fait partie en fait des matrices complexes, compliquées à diagonaliser. Alors en fait, on peut remarquer que la somme des nombres sur les lignes étant tout le temps égale à 6, lambda égale 6 va être valeur propre. Mais en fait, c'est la seule valeur propre simple. Les deux autres, elles sont assez horribles avec des racines ou avec des nombres complexes. Et donc, elle est un peu difficile à diagonaliser par la méthode moderne. Alors, on va regarder ce que donne la diagonalisation classique sur cette matrice-là. Bon, bah, on fait comme d'hab, hein. On met des lambdas sur la diagonale principale. On veut que le rang soit strictement inférieur à 3. Donc, bah, on va faire comme les profs. On va faire un pivot avec ça. Ah, c'est déjà moins fun. C'est déjà un 2 et puis un 1. C'est pas beaucoup plus compliqué qu'un 1, un 2. Et bah pourtant, ça complique les calculs parce que si on veut pas avoir des divisions par 2, va falloir qu'on multiplie les autres lignes par 2. Donc on va faire 2 fois la ligne 1 moins 1 moins lambda fois la ligne 3, 2 fois la ligne 2 moins 3 fois la ligne 3. C'est ce qui est écrit là. Ça donne des calculs pas fun et d'ailleurs je me suis vautré, c'est la 2e fois que je fais la vidéo. Là, ça devrait être bon. Donc, bon, bah, on fait comme on peut, on calcule comme on peut, et ça donne ce truc-là. Ouh, pas cool. Remarquez que là, on n'a pas le coup de bol qu'on a eu tout à l'heure, avec des trucs qui se simplifient bien en faisant une simple addition. Non, on a 2 polynômes un peu moisis qui ont pas l'air d'être copains, hein. Ouh. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait après? Ah ouais, on peut faire son truc là. On peut se ramener à une matrice de 2 puisque finalement la colonne là va plus intervenir et ça va faire diminuer ça de 1. Donc ça revient à dire cette matrice là de 2. Ah ouais, et après je fais quoi? Je fais quoi comme pivot sur cette matrice là? Ça a pas l'air très beau, hein. Et donc bah ouais là, accrochez-vous les gars, hein. Moi je vois pas ce qu'il faut faire là. Mais alors vraiment pas. Alors bah du coup pour les pivots de gauche c'est un peu mort. Alors bon bah on peut peut-être se rappeler que ça c'est une matrice de 2 qui est pas inversible parce qu'on son rang est strictement plus petit que 2, donc ça revient à dire que son déterminant est nul. Ah ouais, cool, on peut avancer. Et le déterminant c'est ça fois ça moins ça fois ça et ça doit être nul. Ça fait ça. Ouais. Ah ouais, mais ça c'est un polynôme de degré 3 les gens, il y a du lambda 2 et du lambda là. Ah ouais, mais un polynôme de degré 3 je sais pas le résoudre moi. Bon, il y a bien des méthodes, hein, méthode de Cardan, machin, tout ça, mais on fait pas ça en prépa, c'est juste horrible, hein, humainement parlant. Ah bah, on sait pas résoudre ça. Ah bah, vous êtes coincé, hein. Alors bon, bah dans ce cas-là, on va vous dire ah ouais, mais c'est parce que t'as pas assez de pratique, que t'as pas trouvé les bons pivots, t'as pas fait ce qu'il fallait. Si t'étais plus fort, ça serait passé sans problème et tout. C'est parce qu'il faut que tu travailles plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est parce que la méthode est pourrie en fait. Alors, mon
vieux prof de MP étoile, je me rappelle avec nostalgie, il nous disait bah, pour diagonaliser, l'important c'est de trouver une valeur propre évidente. Et il était d'une grande sagesse, hein. Bah ouais, trouver une valeur propre évidente. Pourquoi? Bah parce que si on a une valeur propre évidente, on peut utiliser la théorie des polynômes là. On sait que quand on a une racine d'un polynôme, on peut le factoriser par lambda moins la racine. Et donc, bah voyons voir, tout à l'heure on avait dit 6 c'était racine évidente, alors ça fait quoi? Si je balance lambda là-dedans, ça fait 19 fois 19 moins. Là on va obtenir 5 moins 36 plus 12, ça fait 17 moins 36, ça fait moins 19. Et là, moins 7 moins 12, ça fait moins 19. Ouah, coup de bol, ça vaut 0. Ouf! Et bah du coup, notre polynôme là, on sait que ça fait lambda moins 6, et puis bah là, faut s'amuser à le factoriser pour obtenir un polynôme du second degré. Et puis après, bah faudra via la mise sous la forme canonique ou via le discriminant que les étudiants adorent, trouver les racines de ce polynôme du second degré là. Et donc il était plein de sagesse, il avait raison, il faut effectivement trouver une valeur propre pour diagonaliser les matrices 3-3, sinon on peut être super coincé. Alors il nous avait dit ça, et c'était super cool, mais par contre remarquez que c'est tard ici pour se demander il n'y aurait pas une valeur évidente de ce polynôme-là, parce que quand vous voyez la tête du polynôme, vous avez envie d'essayer 0, 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, 4, moins 4, 5, moins 5, 6. Ah, ou 6, ça marche. C'est long, hein. Et donc en fait, l'être humain fonctionnant bien avec son cerveau et avec ses yeux, il faut essayer de la trouver le plus vite possible, le plus tôt possible, en amont, la valeur propre évidente, si vous voulez pas galérer. Et on va voir comment la méthode moderne utilise ce renseignement pour simplifier à donf ce calcul-là qui est monstrueux. Faut pas faire comme ça. Et donc, bah ouais, nous on avait vu que, ah ouais, je fais la somme sur les lignes, ça fait 6, bam, 6 c'est valeur propre. Vous avez vu, ça marche d'enfer, hein. Ouais. Alors, une autre possibilité, ça aurait été de regarder là, je sais pas, peut-être qu'on aurait pu faire, je veux dire, c'est plus facile peut-être. Les yeux humains fonctionnent bien avec les tableaux de nombres, on arrive à trouver des choses. Enfin bref, ouais, il faut trouver ici une valeur propre évidente, sinon on s'en sort pas. Comme quoi, c'est pas automatique, hein, en faisant n'importe quoi, qu'il y ait une simplification magique qui vous sauve la vie, hein. Non, 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 si vous faites cette méthode-là en fermant les yeux, sans réfléchir, eh ben vous allez être coincé après. Cette méthode-là, elle rend les gens faibles, parce que les gens se lancent dedans sans réfléchir, en appliquant des calculs automatiquement. Ils ont débranché leur cerveau. Ça rend faible cette méthode-là. Ça ne développe pas l'intuition, la créativité et ainsi de suite. Ça fait juste faire des calculs bourrins aux gens. C'est une méthode que j'infligerai pas à mon pire ennemi. Mais bon, on fait ça en France depuis 25 ans. À tout le monde. Ok. Dans la suite, on va peut-être voir comment on pourrait faire ça de manière plus intelligente. Alors commençons par considérer le cas particulier des matrices 2-2. Ce qui est cool avec les matrices 2-2, c'est que dans toutes les sections, on a accès au déterminant. Donc bon, bah bien sûr, on peut résoudre avec le rang ou avec le déterminant, mais là, le déterminant, c'est quand même vachement plus cool. Et alors, il se passe quelque chose de spécial sur les matrices 2-2. Vous vous rappelez que j'ai dit que plus la matrice est grosse, plus elle est simple, parce que sinon on n'y arrive pas en prépa. Et bah, plus elle est petite, plus ça peut être compliqué du coup. Alors regardez la matrice là. 1, 2, 3, 4. Et bah celle-là elle est sympa. Genre si j'ajoute 1 ici, j'ai 2, 2, 4, 4, ça a l'air cool. Effectivement, alors ajouter 1, ça revient à prendre lambda égale moins 1. Et bam, on trouve directement une relation sur les colonnes, donc on a trouvé valeur propre, vecteur propre, trop cool. Et avec la trace qui vaut 4, si on a moins 1, on sait que la deuxième c'est 5. Et donc si je mets 5, ça fait moins 4, 2, 4, moins 2. Ah bah facile, il suffit de faire ça, plus 2 fois ça, et bing, on a trouvé. Hop, diagonalisé en 1 minute et demie, allez, je vais vous le faire en 1 minute et demie. Ah ouais, et si on met 1, 2, 3, 4 comme ça à la place? Et ben là, ouh, vous pouvez essayer de trouver des relations hein, sur les colonnes et ainsi de suite, mais vous n'en trouverez pas. Hein. Alors, et ben dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Alors la stratégie habituelle dans la méthode moderne de diagonalisation, c'est que on essaye de trouver une valeur propre évidente en 5 minutes. Si jamais on ne trouve pas en 5 minutes, on passe à autre chose pour la raison que je vais expliquer après. Alors, remarquez qu'on essaye de trouver une valeur propre évidente pour une matrice 3-3.
On doit en trouver 2 pour une 4-4. On doit en trouver 3 pour une 5-5. L'idée, c'est que il faut pas qu'il nous reste plus de 2 valeurs propres à trouver. Parce que ça a une complexité équivalente à la résolution d'un polynôme du second degré. Si on a au moins 3 valeurs propres à trouver, ça donne du troisième degré comme tout à l'heure, on n'y arrive pas. Donc dans le pire des cas, il faut qu'il nous en reste 2 à trouver. Bon bah avec une matrice de 2, de toute façon, au pire, on en a 2 à trouver. Et donc bah qu'est-ce qui se passe quand on trouve pas au bout de 5 minutes? Et bah dans ce cas, on se fait une raison, on se dit bon bah ok, alors je vais résoudre avec l'équation là, mais uniquement après avoir cherché, hein, pas directement les gens. Donc bah du coup, on se dit ah ouais, probablement que je suis dans le cas compliqué des matrices. Et donc bah on envoie le lambda dans la matrice, on regarde le déterminant, on fait ça fois ça moins ça fois ça, bing, ça donne ce polynôme là, ça donne ça, oulala, oulala, il y a des 33 cas. Et là, on comprend pourquoi on n'a pas trouvé des valeurs propres évidentes. Vous avez vu la tête des valeurs propres? Impossible de trouver avec l'intuition un truc comme ça. Il y a des racines de 33. C'est horrible. Et donc voilà pourquoi dans la méthode moderne de diagonalisation, on ne passe jamais plus de 5 minutes à chercher des valeurs propres au début. Hein, et puis bon, bah avec une matrice de 2, on sait qu'on peut être amené à tomber sur ce cas-là. Alors faut pas se leurrer les gens. Ce cas-là, il peut aussi se produire avec les matrices 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. En fait, ça se produit quand il vous manque 2 valeurs propres. Parce que quand il nous en manque une, avec la trace, on trouve la dernière. Hein, vous voyez ici, j'en ai trouvé une, hop, trace, je trouve la deuxième. Quand il en manque seulement une, on peut faire la trace. Mais quand il en manque 2, on peut pas. Et donc quand il en manque 2 et qu'on trouve absolument pas, ce qui est possible parce qu'il est possible que vous ayez un couple de valeurs propres pourries qui se compensent comme ça, et ben il faut absolument en passer par là. Et donc ce cas particulier qu'on voit sur les matrices 2-2, et il se généralise aux matrices 3-3 et 4-4. Et c'est ce qui permet à la méthode moderne de s'en sortir dans le cas compliqué des matrices 3-3, 4-4, NN, quand il manque 2 valeurs propres, alors que la méthode classique se casse royalement la figure. Mais on va voir ça dans la vidéo qui suit. Alors, la méthode moderne de diagonalisation permet de diagonaliser toutes les matrices dans le cas compliqué où il manque de valeurs propres. Alors, comment on fait? Eh bien, quand on a une matrice de taille supérieure ou égale à 3, eh bien, il faut trouver des valeurs propres évidentes. Et donc là, avec la technique du la somme sur chaque ligne fait 6, on essaye lambda égale 6 et on voit que C1 plus C2 plus C3 vaut 0. Et donc on a trouvé une valeur propre et un vecteur propre. Donc ça veut dire qu'il nous en manque plus que 2, et donc grâce à cette méthode, on sait qu'on va arriver au bout. Alors, on n'a encore jamais utilisé le bénéfice numéro 3 de la technique qu'on a vu au tout début de la vidéo, et on va le voir maintenant. C'est-à-dire que non seulement on a trouvé une valeur propre, bénéfice numéro 1, on a trouvé un vecteur propre, le vecteur 1, 1, 1, qui va aller avec ça, bénéfice numéro 2, et maintenant on va voir le bénéfice numéro 3. Alors, comment on fait pour continuer? Parce que là, en gros, vous pouvez essayer de continuer à chercher une valeur propre évidente, ça vaut le coup, parce que si vous en trouvez une, vous tombez dans le cas simple des matrices diagonalisables, et avec la trace, on trouve la dernière, pof, diagonalisation en moins de 5 minutes. Mais le problème, c'est que peut-être que les 2 valeurs propres qui restent sont super compliquées avec des racines, des noms complexes, des trucs horribles. Auquel cas, on peut ne pas les trouver. Donc du coup, on cherche que pendant 5 minutes une valeur propre supplémentaire. Quand on a cherché une valeur propre supplémentaire et qu'on n'a pas trouvé au bout de 5 minutes, c'est peut-être parce qu'on est dans le cas compliqué des matrices diagonalisables. Auquel cas, on va rédiger de la façon suivante. Alors, on va chercher une valeur propre différente de 6. Bah ouais, ça peut pas être 6, puisqu'on a déjà trouvé 6. On a calculé le rang de cette matrice-là. Vous voyez, si j'ajoute les 2 colonnes là, à celle-là, elle disparaît. Les 2 colonnes sont pas multiples, donc c'est de rang 2. Si c'est de rang 2, la taille de la matrice moins le rang qu'on a trouvé fait le nombre de vecteurs propres qu'on pouvait trouver. La dimension de l'espace propre, c'est 1. On ne pouvait pas en trouver d'autres. Donc du coup, on cherche d'autres valeurs propres que 6. Et on va utiliser ces équations-là, on ne peut pas faire autrement. Alors, dans toutes les sections, on peut utiliser le rang. Ça vaut pas le coup de prendre le déterminant. Donc, allons-y avec le rang, mais les moins lambda. Le rang doit être plus petit strictement que la taille de la matrice. Et c'est à ce moment-là qu'on utilise le bénéfice 3 de l'étude préliminaire qu'on a faite. C'est-à-dire que on a trouvé que pour lambda égale 6, C1 plus C2 plus C3 égale 0. Et donc, cette relation sur les colonnes-là donne de manière magique
une opération élémentaire qu'on peut faire sur la matrice et qui va automatiquement simplifier la colonne sur laquelle on l'a fait. Essayons. Si je fais C1 plus C2 plus C3 sur ma colonne C1, bah, je vais obtenir 6 moins lambda, 6 moins lambda, 6 moins lambda. Magique, regardez. 6, 6, 6 tout partout. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, j'aimerais bien diviser par 6 moins lambda, ça serait trop cool. Bah, on peut, puisqu'on a supposé que lambda était différent de 6. Donc, on peut diviser cette colonne par 6 moins lambda qui est non nulle. Du coup, je vais mettre une parenthèse, ça me choque. Du coup, ça simplifie la matrice, on a 1, 1, 1. Et alors là, on a déjà un gain immédiat, c'est que là, on avait 3 lambda dans la matrice, on n'en a plus que 2. On a fait diminuer la complexité de la matrice. Et surtout, on se retrouve avec une colonne et une ligne sans lambda. Et donc, on a envie de faire un pivot avec le 1, peut-être pour se débarrasser des 1 qui est en dessous, en soustrait en dessous, bah, comme là. Ça fait apparaître des zéros. On a déjà utilisé le truc qu'on a utilisé, à savoir que bah, si le rang de ça doit être plus petit que 3, c'est que le rang de la matrice là doit être plus petit que 2. Et là, on repasse en déterminant, et bam, on trouve un polynôme du second degré. Mais qui dit polynôme du second degré dit, bah, on sait le résoudre, soit par la mise sous la forme canonique, soit par les formules avec le discriminant. Et donc, on trouve les valeurs propres. Alors, j'ai plus trop de place sur mon tableau, donc j'ai un peu zappé une étape ici. Donc, on trouve que les valeurs propres, c'est moins 3,5, plus ou moins i racine de 3 sur 2. Et donc, bah, on a bien fait de faire ça, parce que c'était impossible à trouver par l'intuition, ça. Et comme quoi, une matrice 3,3 peut très bien avoir des valeurs propres super pourries, hein. Regardez ce qu'on a là. Berk. C'est pas beau, hein. On n'a pas envie de travailler avec ça, mais c'est comme ça peut arriver. Et donc, dans le cas compliqué des matrices diagonalisables, celle pour laquelle il manque deux valeurs propres, les deux valeurs propres, elles peuvent être atroces. Et dans ce cas-là, la meilleure rédaction possible, c'est celle-là. Et donc, remarquez que notre étude préliminaire nous a permis de trouver un pivot à faire. On en a fait un, on n'en a pas fait trois, on n'a pas transformé la matrice en truc triangulaire, n'importe comment, et ainsi de suite. Non, non. On a fait que des calculs simples, gentils comme tout, on n'a pas de trucs monstrueux, et on arrive à un polynôme du second degré. Donc ça, c'est la bonne manière de faire. Alors bien sûr, ça marche avec les matrices 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, n. Donc même si vous avez des matrices théoriques bourrées de lettres, ça marche. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Eh ben c'est parce que quand vous faites une opération élémentaire comme ça sur une colonne, vous allez obtenir des polynômes ici sur la colonne que vous allez transformer. Sauf que si vous prenez la valeur que vous avez trouvée, la somme de les colonnes est nulle. Ça veut dire que si vous prenez cette valeur de lambda, vous allez trouver une colonne nulle. Mais ça veut donc dire que le lambda qu'on a trouvé va être racine de chacun des polynômes que vous allez obtenir sur la colonne que vous avez transformée. Et donc du coup que chaque nombre va être, on va pouvoir factoriser lambda moins la racine que vous avez trouvée sur toute la colonne. Donc en fait, cette chose-là, ça marche tout le temps. Pour toutes les matrices, ce bénéfice 3, ça marche. C'est pas un truc magique, un coup de bol. Non, non, ça marche tout le temps. Alors parfois, on trouve plusieurs vecteurs propres, plusieurs relations sur les colonnes. Et ben, on peut les faire en parallèle pour peu qu'elles soient linéairement indépendantes et ainsi de suite. Il faut faire un petit peu gaffe. Mais on peut toujours utiliser le bénéfice 3 pour simplifier le calcul de rang et aussi le calcul de déterminant. Donc s'il y a des MP étoiles qui nous écoutent là, les gars, ce qu'on vous explique là sur le rang, c'est exploitable sur le déterminant. C'est juste que sur le déterminant, vous allez pouvoir factoriser un 6 moins lambda, alors que sur le rang, on se contente de diviser, et ainsi de suite. Remarquez que cette façon ici de dire que lambda, on le prend différent de 6 parce qu'on n'a pas besoin de prendre lambda égale 6, et qui permet de simplifier la matrice dans le calcul du rang en divisant par ça, c'est assez malin aussi. Et donc ça, c'est la bonne manière de faire. Il faut faire comme ça.